Nous avons là un chapitre vraiment masterclass de la part d'Eiichiro Oda qui fait très plaisir à parcourir, même si d'autres personnes ne m'iront sûrement pas. Donc c'est confirmé, Kuzan est bel et bien le 10e commandant de l'équipage de Teach. Ce qui signifie plusieurs choses que nous allons expliquer dans cette vidéo. Mais pas que, car plusieurs autres révélations nous sont présentées. Bonjour à tous, ici Egon et bienvenue dans l'analyse complète du chapitre 1081 de One Piece intitulé et concentré sur le 10e capitaine du navire de Barbe Noire, Kuzan. Alors n'hésitez pas à mettre le maximum de pouces bleus sur la vidéo. Ça ne va rien vous coûter, mais en revanche ça m'aiderait beaucoup, merci. Et de vous abonner si vous aimez et trouvez intéressante cette vidéo. Pendant qu'on a des chapitres qui sortent de plusieurs endroits dans le Nouveau Monde, cette fois le 1080 continue directement dans le 1081. Et de ce qu'on voit sur cette page, la destruction causée par le coup de Garp ne prend pas toute la ville. Car oui, comme je le disais la dernière fois en expliquant pourquoi cette attaque de zone ne pouvait qu'être restreinte. Pour la simple et bonne raison qu'on avait le facteur San John Wolf en mode géant qui dormait sur une partie importante de la ville. On a des informations très importantes dans ce chapitre car l'auteur nous transmet gentiment des indices et il ne reste plus qu'à les relier. Donc d'abord, on a globalement un chapitre sur le 10e commandant Kuzan, mais pas que, il parle aussi de l'eau, de sa défaite, de sa fuite, mais avant tout d'un potentiel changement d'équipage, d'un poste de capitaine à Nakama, et on parle bien là de Trafalgar du Waterloo. Pour ceux qui me suivent déjà ou qui ont vu mes deux dernières vidéos le savent car j'en parle régulièrement. Donc, si vous voulez voir ou revoir la vidéo, j'ai mis le lien en description. Mais pour vous mettre un peu dans le contexte, la théorie se basait sur 3 grands points qui devaient se confirmer au fur de l'avancée de l'œuvre. Tout d'abord, l'eau devait survivre à Barbe Noire tout en perdant son titre de capitaine à la chasse au One Piece. Ce qui est déjà fait car même son navire nourrit actuellement les poissons. La deuxième est en rapport avec son fruit assez rare et valant pas moins de 5 milliards de berries qui fait en sorte que sans équipage, il ne pourrait pas toujours être en sécurité, ce qui est encore confirmé par Teach. Et troisièmement, sa volonté de découvrir le secret des dits ayant un rapport avec le One Piece qui a déjà été démontré, mais j'attends encore qu'il la reconfirme après sa défaite écrasante. Voilà, et maintenant toutes les pièces commencent à s'aligner et je vais vous expliquer comment. Mais d'abord, si ça ne vous dérange pas, parlons de la première partie masterclass du chapitre avec Kuzan, un ex-amiral de la marine devenu pirate, pas n'importe lequel, mais un commandant, celui d'un empereur des mers. Déjà, Garp a eu la chance que Koby avait déjà été libéré par Perona. Ça veut dire que la mission est presque terminée et il ne reste plus qu'à repartir. Mais ça, c'était avant l'intervention d'Aokiji. Il gèle Ibari qui est une sword sous la responsabilité de Garp. Dès lors, le combat est devenu inévitable. Un élève contre son maître et un maître qui devait faire un choix entre son premier meilleur disciple et son disciple favori, sur lequel il base tous ses espoirs. Mais comme que Garp a déjà affirmé Koby comme étant le futur de la marine, c'était déjà joué d'avance. Parlons maintenant du Haki des rois de Garp. Ça serait intéressant qu'il l'ait, car c'est un personnage qui se bat qu'au point sans aucun style de combat ni fruit du démon. Mais comme je l'ai déjà dit, ça pourrait bien être une maîtrise plus avancée ou plus grande du Haki de l'armement. Car ce chapitre augmente plus le doute que le 1080 concernant le Haki des rois. Son Galaxy Impact fait de gros dégâts, mais comme je l'avais très bien expliqué la dernière fois, la portée n'est pas si grande que ça comparée à la surface globale de la ruche. Car je me suis basé sur San John Wolf qui était en mode géant et dormait sur une grande partie de l'île, une partie non visible lors du coup de poing de Garp. Et donc voilà, c'est confirmé dans ce chapitre et on a des coups beaucoup plus impressionnants dans l'œuvre, sans même parler de la puissance des attaques d'un empereur. Après son attaque, il continue de parler tout en gardant son Haki actif, mais aussi il parlait avec des randoms, ce qui ne devrait pas être possible lors de l'utilisation du Haki des rois surtout revêtis, car du début à la fin, et même étant proche des randoms, on remarque aucun d'entre eux évanoui, encore moins avec de la mousse, d'où l'interrogation continue de sa maîtrise du Haki des rois revêtis. Espérons que ça se confirmera bientôt pour de bon. Après quelques échanges, on part sur un flashback. Et qui dit flashback dit information très importante et nécessaire. Ainsi, il y a environ 1 an après le combat éclaté 2 ans plus tôt entre les amiraux Akainu et Aokiji pour le poste d'amiral en chef, on a une rencontre entre l'équipage de Barbe Noire et Aokiji sur une certaine île. Il gèle Wolf, Dokuyu et Vasco Shot qui sont 3 vice-commandants en termes de puissance de l'équipage de Teach. Pour San John Wolf, sur cette page, il a l'air étonné
et sur les pages suivantes, il capte toujours pas à 100% ce qui se passe. Pareil pour Vasco Shot, parce qu'il est content et rigole juste après avec Kouzan, donc ça serait bizarre qu'il puisse avoir de réticences envers lui. Mais pour Dokuyu, pas d'informations concrètes. Mais du côté d'Aokiji, il affirme ne pas être celui qui a engagé les hostilités. Et même en écartant le caractère énervant et avantageux du pouvoir de Kouzan, 3 vices comme Pejuan, Sasaki ou X-Drake perdre contre un niveau premier commandant et amiral. Ça reste toujours logique, car n'oublions pas que Jack, qui est inférieur à un king par exemple, a pris à lui seul une armée de Sulong. Cependant, il les dégèle avant d'entrer dans une ambiance de pirate à la Mugiwara comme jamais vu chez les Barbes Noires. Ils rigolent tous, mangent, boivent et se racontent même des histoires, où au passage Kouzan montre sa jambe en glace pour une première fois dans le manga qui nous avait été montré que dans le film Z. Puis Katarina évoque le sujet de l'homme à la cicatrice de brûlure, qui selon eux détient un des 4 rois de poneglyphes conduisant au One Piece. Ainsi, d'après certains, cet homme est à bord d'un bateau noir et qu'il peut créer des tourbillons pour faire sombrer ses ennemis dans la mer. Et ça rappelle bien une certaine personne capable d'utiliser le vent, pouvant aussi créer des tourbillons dans l'eau. Mais aussi, selon Shiryu, il pourrait aussi travailler avec le gouvernement mondial afin d'éviter qu'une personne puisse retrouver le One Piece en réunissant les 4 rois de poneglyphes, ce qui serait très malin et réfléchi de leur part. Cependant, Kouzan nie savoir quoi que ce soit sur cet homme et une quelconque pierre rouge. Ensuite, Lafitte demande à Teach de voler le pouvoir de Kouzan très puissant qui pourrait leur être très utile. Mais Kouzan les entend et s'énerve comme chaque personne de son niveau et étant dans la même frustration l'aurait fait, avant d'être calmé par Teach qui ne lui veut aucun mal. Et bien au contraire, il lui propose de rejoindre son équipage, tout en argumentant sur la corde sensible de Kouzan qui a été abandonnée par la justice. Et l'accepte bien évidemment et est présenté officiellement par l'auteur comme le commandant du 10e navire de Barbe Noire. Il lance l'attaque Ace Ball à distance sur Garp et lorsqu'il ne touche pas son adversaire, ce dernier peut se libérer s'il est très fort, mais lorsqu'il touche, il gèle intégralement. C'est là que Garp lui dit que les types qui hésitent sont des faibles, puis attrape Kouzan par la tête et lui envoie une énorme attaque Blue Hole, ou trou bleu en français. Et là, le mot bleu nous rappelle les éclairs bleus avec la confrontation entre Garp et Don Shinjao, ce qui nous montre qu'il a bien envoyé l'une de ses plus puissantes attaques, si ce n'est la plus puissante, et que Garp utilise peut-être des éclairs bleus avec son haki. Mais plus que tout, ça confirme que Kouzan faisait partie de l'équipage de Teach il y a plus de 1 an. Avec Shanks et Aramaki, le débat amiral égal Yonko devrait être classé. Et maintenant, avec la Color Sprite, l'auteur nous affirme lui-même que Shiryu est numéro 2 en termes de puissance après Teach et donc qu'il est supérieur à Aokiji. Mais ça ne dit pas qu'il y a un grand écart entre les deux. Puis on remarque que lorsqu'un amiral se convertit dans un équipage d'empereur, il devient commandant et vice-versa. Tout cela se trouve dans le manga. Et encore une fois, comme Beppo se transforme en Sulong pour montrer sa puissance comme l'explique bien l'auteur dans les SBS à propos de la Color Sprite. Après, j'ai une importante question. Teach était au courant depuis plus de 1 an que Kaido et Big Mom ont chacun un rôle poneglyphe. Et si Aokiji, au même titre que Barbe Noire, sont chacun équivalents à Kaido ou Big Mom en individuel, pourquoi Teach n'est pas parti vaincre Kaido ou Big Mom afin de récupérer le roi? Du coup, je répondrai à cette question moi-même en fin de vidéo. On arrive à la partie de la vidéo la plus importante, celle de Trafalgar Law. Ainsi comme prévu, Law ne pouvait que perdre et Barbe Noire devait récupérer ses rois de poneglyphes. Mais à l'instar de Captain Kidd, il fallait qu'il puisse survivre et s'enfuir pour que ma théorie continue tranquillement sa progression. Et donc, pour qu'il puisse fuir, Oda nous a sorti une masterclass inimaginable à propos des Beppo qui se transforment en Sulong en plein jour, sans pleine lune, en surprenant Barbe Noire, en récupérant l'eau et en plongeant dans l'eau pour éviter que leurs ennemis mangeurs de fruits du démon ne puissent les suivre. Beppo a reçu une pilule de Chopper qui lui a permis de se transformer. Donc un membre de Mugiwara a aidé indirectement l'eau à s'enfuir, sachant que parmi les 4 équipages d'empereurs, seuls Luffy et les Mugiwara ne voudront pas utiliser pour eux le pouvoir de l'eau. Et là, il faut préciser pourquoi ce scénario entre Chopper et Beppo est très intéressant, sachant qu'ils ne sont pas si proches que ça. Et encore une fois, quand Chopper a-t-il vraiment eu le temps de faire des recherches sur les Sulong afin de créer un médoc capable de les transformer en pleine journée et sans pleine lune, sachant qu'il n'a toujours pas pu guérir les mangeurs des semailles défectueux de Wano qui lui tenaient beaucoup plus à cœur. Et pour ça, j'ai 2 réponses.
La première est qu'après le massacre qu'ils ont subi par Jack Azou, parce qu'il ne pouvait pas se transformer en Sulong, a fait en sorte que le médecin des Minks, sous la supervision directe de Chopper, ont mis en œuvre un équivalent de la Rumble Ball pour Minks qu'il donna aussi à Beppo et qui leur permettra de se protéger à l'avenir d'une quelconque attaque ennemie, sachant qu'une armée de Sulong plus les 2 ducs en Sulong constitue une force non négligeable et qui permettra aussi de protéger le roi poneglyphe de Zou. La deuxième réponse est une continuité de la première, car de ce fait, l'auteur fait en sorte qu'un Mugiwara a contribué grandement à ce que Beppo puisse sauver l'eau d'une mort certaine et qu'à cause de ce lien et des aventures qu'ils ont vécues ensemble, l'eau rejoignent les Mugiwara, même si c'était la fin du manga. Et regardez bien, on retrouve sur la page de couverture du chapitre 1060 les 10 membres de l'équipage des Mugiwara. Mais le plus important, c'est qu'ils sont sur un ours polaire ressemblant vachement à Beppo et où il est écrit sur son visage « Nous défendons la liberté » avec un cœur fléché faisant sûrement référence à l'eau de l'équipage du Earth. Donc, en gros, l'équipage de Luffy défendra la liberté de l'eau si besoin. En effet, il faut aussi remarquer que c'est Beppo qui devait exactement faire le lien entre eux en sauvant l'eau grâce à ces mêmes Mugiwara. Ainsi, Trafalgar du Waterloo, de par son désir de connaître l'histoire du siècle oublié, en rapport avec les dits de ses vécus de l'équipage en tant qu'allié pendant plus de 1/3 du manga et exactement 388 chapitres d'alliance, sans oublier l'importance de son fruit qui pourrait faire en sorte que Teach, d'autres puissants pirates et aussi le gouvernement mondial puissent le pourchasser. Et enfin, la puissance qu'il pourrait apporter à l'équipage pour la guerre finale font en sorte qu'il puisse rejoindre l'équipage le plus libre pour enfin trouver lui aussi sa place et toutes les réponses qu'il cherche tant. Pour revenir à la question que j'ai posée tout à l'heure, on peut comprendre que la raison principale pour laquelle aucun empereur n'attaque un autre pour prendre ses rois poneglyphes et que leur force équivalente les oblige à ne pas prendre le risque de perdre leur équipage et leur territoire en cas de défaite, car ils ne pourront prédire l'issue de l'affrontement, d'où l'équilibre de force entre les 4 empereurs. Et si l'un des 4 empereurs a un équivalent de Kaido dans son équipage, il aura facilement l'avantage sur un autre équipage. Mais puisque depuis plus d'1 an, Barbe Noire avait Kuzan dans son équipage et connaissait aussi la localisation de 2 rois poneglyphes, et n'a quand même pas attaqué les 2 empereurs, montre clairement qu'il se trouve aussi dans cet équilibre des 4 empereurs. Et ça prouve que Kuzan est l'équivalent d'un premier commandant au maximum en termes de puissance, raison pour laquelle Barbe Noire a plutôt attendu que Big Mom et Kaido tombent grâce à l'alliance pour essayer de récupérer le roi poneglyphe, et en disant alors qu'il se doutait que l'un des 3 passerait par cette voie, ne prouve pas que si c'était Luffy et son équipage à la place, il les aurait attaqués, car contre Luffy, il se confrontera encore une fois à ce même équilibre, sans compter qu'il n'avait même pas ses commandants les plus forts avec lui. Donc il aurait attaqué que si c'était Kid ou Law, car un seul des Yonko pouvait prendre l'équipage de Kid ou Law en même temps.